Lorsque vous finissez d'installer l'artefact et que vous le lancez pour la première fois, vous obtenez deux boîtes de dialogue s'ouvrent en fait. Celle-ci, c'est pour le logiciel en lui-même, et celle-ci, en fait, c'est pour vous permettre de mettre sur pied les premiers paramètres nécessaires. Donc, tant que vous n'aurez pas fini de suivre les instructions de pour le dialogue, à chaque fois que vous allez ouvrir l'artefact, elle va toujours s'afficher en fait, parce que c'est obligatoire. Alors, je mets Next. Ici, il s'agit d'installer en fait les différents logiciels qui seront utilisés par l'artefact. Et si vous n'avez pas, vous voulez un seul logiciel, vous n'avez qu'à le sélectionner. Donc, si vous laissez comme ça, aucun ne sera installé. Là, je vais installer aucun d'entre eux parce que j'ai déjà Node.js dans ma machine. Déjà Git, j'ai déjà JDK dans ma machine. Ensuite, il s'agit de choisir en fait le thème du logiciel. Moi, actuellement, la version la plus développée, c'est Dracula. Il y a également Classic là qui fonctionne déjà, mais Dracula, c'est celle qui est la plus stable. Je vais prendre Dracula. Et là, c'est la partie la plus importante. Il s'agit de donner un nom utilisateur un mot de passe. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez accéder à l'artefact que lorsque vous donnez le nom utilisateur et le mot de passe que vous avez défini lors de la première ouverture. Ceci, c'est pour empêcher, en fait, pour empêcher n'importe qui d'avoir accès à vos données parce que vous pourrez plus tard gérer vos projets et gérer vos bases de données que vous allez faire avec Monbase depuis l'interface d'artefact. C'est pour ça qu'il est important d'avoir un mot de passe pour empêcher quiconque que ce soit de pouvoir accéder à vos données. Donc là, je vais donner un mot de passe d'Annick, un nom d'utilisateur d'Annick, je vais mettre avec petit d, on va publier plus tard. Et le mot de passe, je vais mettre 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok, une fois cela fait, vous cliquez sur Finish. Là, c'est paramétré. Donc si je viens, je fais ceci. D'Annick. Vous avez donc ici accès à l'interface d'artefact. C'est l'intérieur de la page d'accueil. Ok. Ici, vous pourrez voir les différents projets que vous avez à travailler dessus, ceux qui sont listés là. Le plus récent ou plus ancien. Donc, actuellement, j'ai déjà créé un petit projet Discord, ce qu'on va travailler dessus aujourd'hui. Et je vais vous montrer en fait la procédure pour le faire. Pour créer un nouveau projet, vous pouvez faire CTRL N. On va venir dans File, New projet. Okay. Vous avez la possibilité ainsi de choisir le type de votre projet. Vous avez PC, vous avez Web, vous avez Website, Application and Game. Je vais faire un PC. Et lorsque vous choisissez, en fait, vous avez une petite description de ce qui sera créé. Et ici, il s'agit de le nom de votre projet. Comme on va faire, on va mettre Discord. Mais je ne vais pas valider cette création parce que j'ai déjà créé un Discord. Vous allez donner le répertoire de sauvegarde du projet. Je vais mettre dans mes documents. Lorsque vous faites suivant, on peut mettre l'auteur, la version et la description, mais ceci n'est pas obligatoire. Vous pourrez le changer à n'importe quel moment au niveau des paramètres. Et lorsque vous avez fini, vous mettez Finish et ça va créer votre projet et ça va automatiquement l'ouvrir. Alors, on peut faire enregistrer. Merci, on va mettre au Discord. Ok. Vous êtes à ce niveau-ci. Je vais essayer de décrire un peu. Là, nous avons le chemin d'accès pour le fichier actuellement exprimé. Actuellement, nous sommes dans G-Projet Discord. C'est dans ce chemin d'accès pour lequel les fichiers sont sauvegardés. Ici, nous avons la barre qui nous permet de switcher entre les différents modes. Là, c'est pour revenir à l'accueil. Là, c'est pour revenir dans le mode édition. Là, c'est pour aller dans le designer. Parce que nous avons ouvert un fichier actuellement. Là, c'est pour aller dans Monbase. Monbase, on va parler de Monbase dans une autre vidéo. Et là, c'est pour aller dans les paramètres du projet. Comme on a le nom, Discord, on a la version qu'on avait entrée, on a la description. Et là, c'est pour aller dans la documentation.
On revient à ce niveau. Là, nous avons les différents outputs. Là, sur l'output pour la compilation, vous pourrez voir les styles de compilation ici. Il y a l'output pour le débugueur en cas d'erreur et pour le terminal. On va exécuter une commande. Okay. Et vous pourrez le cacher si vous voulez. Là, nous avons l'arbre d'un projet. Il y a premièrement ces dossiers, ces différents dossiers en fait sont des dossiers très importants qui ne doivent pas être supprimés. Vous pourrez ajouter les dossiers comme vous voulez, et l'important c'est de ne supprimer aucun de ces dossiers. Pourquoi? Parce qu'ils constituent en fait la structure minimale qui permet au compileur de bien compiler au projet. Un dossier AT dans lequel on va créer tous nos objets artefacts. Le CJS, puis également avec le dossier style, ne sont pas vraiment obligatoires. C'est pour mieux structurer son code. Si vous voulez prendre la bonne habitude en fait de mettre vos fichiers JS, bien vos sous-dossiers dans lesquels il y aura du JS dans ce dossier, et également pour le CSS, le CSS ici. Là, c'est un dossier obligatoire aux sources. C'est dans ce dossier que vous devez inclure les différents, comme son nom dit, ressources, c'est-à-dire les images, les musiques, les vidéos, les GIFs, si vous avez. C'est ici que vous devez le mettre. Naturellement, vous pouvez également créer des sous-dossiers à l'intérieur et y mettre pour mieux structurer vos fichiers. Là, on a structure qui a le routeur ART et le header.art. Le routeur, en fait, ça vous permet de définir différentes routes qui sont utilisables dans votre logiciel. Si vous voulez plus d'explications par rapport à cela, pour aller dans la documentation, vous trouverez. Header, lui, vous permet en fait d'ajouter les CDN dans votre logiciel, dans votre projet. Donc, par exemple, si vous avez un service qui est disponible via CDN, vous pouvez l'ajouter ici à l'intérieur. Donc, on fera une vidéo particulière pour ce fichier. Nous avons une version. C'est encore en bêta, mais grosso modo, il vous permet de définir un comportement spécifique par rapport à une version précise. Donc, par exemple, j'ai créé mon logiciel en AT et il dit, et les boutons, par exemple, de mon logiciel sont bleus. Et je veux également que lorsque la personne soit peut-être sur macOS et qu'il compile sur Mac, que les boutons soient plutôt verts. Je peux venir ici dans macOS et recréer exactement le chemin d'accès pour le fichier que je veux modifier. Donc, par exemple, si dans AT, j'ai un fichier qui s'appelle peut-être custombutton.at et qu'il est directement dans le dossier AT, donc je vais revenir à AT, je vais créer également un fichier custombutton et appliquer mes changements. Ce qui fait que lorsque le compiler va s'exécuter, en fonction de la plateforme sur laquelle le logiciel se trouve, il va favoriser les fichiers qui sont ici au détriment de ceux qui sont ici. À chaque fois, lorsqu'il arrive, il va essayer de vérifier, ok, nous sommes dans Mac, est-ce que dans le dossier Mac, il y a également une version de ce fichier? Si oui, utilisez plutôt cette version pour la compiler, sinon compile avec la version par défaut qui est directement de l'AT. C'est un peu ça le principe. Mais comme je l'ai dit, c'est encore en bêta et ce n'est pas encore terminé. On reviendra dessus plus tard. Ok, allons maintenant dans AT. À ce niveau, nous avons deux fichiers, main.at et page1.at. Je tiens à préciser que main.at est un fichier obligatoire. Comme dans tous les langages, il y a toujours une fonction, une méthode, un fichier d'entrée. C'est main.at, c'est à partir de ce fichier que tout votre logiciel sera exécuté. Page1.at, c'est juste un objet qui est créé par défaut. Il n'est pas obligatoire, on peut le supprimer, on peut directement travailler dans main. On pourra ainsi créer nos propres objets et à partir des objets par défaut qu'il y a déjà comme les boutons, les textes
etc. On pourra créer des objets personnels, personnalisés avec des événements ici et les réutiliser dans d'autres objets personnalisés, et ainsi de suite. Donc, ce qu'on va faire, c'est pour un premier début, on va lancer cet exemple parce que lorsque vous créez un nouveau projet avec Artefact, il vous crée un exemple minimal. Ok, expliquons un peu ce qui se passe ici. Artefact vient avec plusieurs compilers pour différentes personnes. Lorsque je clique ici, nous avons le compiler pour Windows, Ubuntu, Mac, Android, iPhone, Windows Phone et Web. C'est-à-dire, si je sélectionne celui-ci que je compile, ça va me compiler mon projet pour qu'il puisse tourner sur les Windows. Et si je sélectionne par exemple ceci, ça me compile mon projet pour qu'il puisse tourner sur le navigateur. Donc, ça va directement l'exécuter dans le navigateur. Si je sélectionne Android, pareil. Si c'est Android et que je connecte un Android à mon appareil, je vais pouvoir directement faire les tests sur mon appareil, sur mon téléphone. Donc, on reste sur le PC. Et là, le bouton vert permet d'exécuter. Permet d'exécuter le code pour avoir le rendu fait à lui, le compiler. Le bouton bleu permet de faire le reload. Par exemple, j'ai exécuté mon projet, il est en cours, et j'ai fait des modifications dans mon code. Et j'aimerais que ces modifications soient affichées sur la version compilée de mon projet, celle qui est déjà ouverte. Mais je n'ai pas vraiment envie de tout compiler. Je veux juste que ce que j'ai modifié soit modifié. C'est le rôle de ce bouton bleu. Et ce bouton C permet maintenant de build vos projets. C'est-à-dire de vraiment le compiler nativement pour qu'il puisse s'exécuter sur la plateforme voulue. Donc, on va essayer de voir comment étudier chacun de ces cas. Pour le moment, on utilise le test. Ok. Lorsque le test est fait, c'est nous ouvrons une fenêtre vue, une fenêtre console. Et c'est cette fenêtre en fait qui va se charger d'une partie de la compilation. Et ok, pendant que ça s'exécute, je vais essayer de vous présenter les différents composants d'un objet. Lorsqu'on crée un nouvel objet avec Artefact, il est constitué de 3 fichiers, plus exactement. Page 1.at par exemple, l'objet page 1 est constitué de fichiers page 1.at qu'on a déjà eu à présenter. Voici. C'est dans ce fichier que se trouvera le langage de description d'Artefact, c'est-à-dire le langage qui permet de décrire comment est-ce que l'interface utilisateur sera, comment est-ce que les boutons seront positionnés, comment est-ce que les textes seront positionnés, quelles seront les couleurs des boutons, couleurs des textes, etc. Ensuite, nous avons page 1.atobj. Atobj, c'est à l'intérieur de ces fichiers qui se retrouveront le script. C'est-à-dire le script qui permettra de faire des interactions avec cette vue qu'on a écrit ici. C'est-à-dire les événements, les variables, les fonctions, les méthodes. Et ensuite, on a page 1.atstyle. Le atstyle, c'est dans ces fichiers que se retrouveront les codes de SSS. Donc, supposons que nous avons écrit notre code avec le langage d'Artefact et que nous voulons modifier spécifiquement un objet à travers le SSS, le CSS si vous voulez. Vous pouvez directement le faire ici, comme en HTML. Okay. Donc, regardons maintenant le résultat de la compilation. Ceci est un exemple, je dirais, basique d'Artefact. Ok, voyons voir ce que cet exemple fait. Tout simplement, on clique sur le cercle vert ici. Alors, ça incrémente le chiffre qui est à l'intérieur de lui. Et pareil pour celui-ci. Ok, essayons de voir ce qui se passe. En fait, premièrement, nous avons le main. Le main, ce qu'il fait, c'est qu'il charge, en fait. Il a un fichier qui s'appelle un fichier object.
En fait, la particularité des fichiers object est de permettre de charger des objets personnalisés, c'est-à-dire des objets que l'utilisateur créera lui-même. Dans notre objet, on a notre objet page 1. L'objet object va le charger. Vous voyez, c'est la name page 1. Et les autres propriétés ne sont que là pour ce positionnement. Donc, si je parle par exemple en mode designer, je peux voir le voici. Lorsque je clique ici, il prend comme ceci. C'est-à-dire, on peut voir directement ces propriétés-là. Et ici, en fait, ce sont les signaux et un signal et une propriété qui était définie dans page 1.atobg. Donc, on y reviendra. Donc, le designer, en fait, lorsque tu essaies de charger un fichier personnalisé, il va lire le code de ce fichier, il va maintenant essayer de voir quelles sont les propriétés que tu as essayé d'exploiter, quels sont les signaux que tu essaies de mettre et il affichera directement. Donc, on va mieux décortiquer en fait cette partie, elle est très importante. On va essayer de mieux la voir au niveau de page 1. Donc là, on charge une page 1 avec un object. Et c'est tout. Donc si on essaie de voir ce qui fait page 1, même s'il est long, ne vous inquiétez pas, c'est simple. On part dans le designer. Vous voyez, nous avons le même rendu que dans main. Pourquoi? Parce que main, tout ce qu'il faisait, il affichait page 1. C'est que l'affichage de main 1 et page 1 sont identiques. Ok, page 1 est composée d'un rectangle, d'un texte, d'un mouse arrière, d'un rectangle encore, un texte et un mouse arrière. Pour directement voir que le premier rectangle c'est celui-ci en vert et le deuxième c'est celui-ci. Alors, lorsque je clique sur le canvas, vous voyez ça m'affiche tous ces objets. Il faut savoir en fait que l'artefact, il y a des objets qui peuvent être parents et des objets qui ne peuvent pas être parents. Donc des objets qui peuvent recevoir d'autres enfants à l'intérieur de lui-même. Et pour vous éviter de faire les erreurs, le designer, en fonction de l'objet que tu vas sélectionner, pourra directement savoir s'il est parent ou pas. Et s'il est parent, quels sont les objets qu'il peut afficher, quels sont les objets qu'il ne peut pas afficher. Donc lorsque je clique par exemple sur Rec, ça me sélectionne le rectangle vert. Et ça, vous voyez que ça affiche tous les objets en fait. Donc le rectangle est un objet full parent, donc il peut contenir n'importe quel autre objet, même un autre rectangle. Ici, on peut voir les différents objets qui sont disponibles dans l'artefact classé par type. Les types basiques, le type input, le type spécial, le type layout, le type multimédia, le type network, le type animation, le type navigation. Ok. Et lorsque je viens dans l'onglet My Object, je peux voir en fait les différents objets qui ont déjà été créés. C'est-à-dire les différents objets qui sont dans l'arbre principal, c'est-à-dire par exemple le main.at et le page1.at. Donc, ce qui se passe pour rajouter un objet. Ok, essayons d'abord de voir une description plus profonde de ce qui se passe. Juste actuellement, l'objet sélectionné c'est rec. Sur cette barre, c'est la barre de droite. On a d'abord l'onglet Property. Cet onglet en fait liste les différentes propriétés de cet objet. Le type, c'est un rectangle. L'ID, c'est rec, on l'a déjà vu ici. On a le positionnement X, Y, 0, 0. C'est pour ça qu'on voit il est directement au coin. Donc si je change X, Y par exemple en 100, il descend. Et comme j'avais expliqué plus tôt, si je vois le changement que j'ai fait sans avoir à recompiler, je clique sur le bouton vert, le bouton bleu. Vous voyez là maintenant il est en bas. Je vais essayer de diminuer pour qu'on puisse directement voir à chaque fois que je change. Je peux également dire que en X il est à 50 par exemple. Vous voyez, automatiquement à 50. C'est un peu ça. Maintenant, mon visible permet de définir si ça sera visible ou pas. Donc, si je mets ça,
ça true, s'il décroche, ça false. Okay. Comme je disais, automatiquement, on va voir que ça ne s'affiche plus. Ici, il vient, il clique sur Rec, il dit Visible, je le mets à true. Il s'affiche ici. Je clique sur le bouton bleu, ça recharge, et c'est affiché. En fait, ça peut également modifier l'opacité. Je peux mettre à 0, 0,6, oui, c'est moins opaque. Donc, je vais le remettre à 1. Et également, vous pouvez remarquer qu'à côté de chaque propriété, il y a toujours un point, ce point-ci. En fait, il vous permet de supprimer la propriété en question. Par exemple, actuellement, visible est à trop, mais par défaut, visible c'est déjà trop. Ce qui fait que c'est une instruction qui n'est pas vraiment utile. Parce qu'un objet qui par défaut est visible et tu dis encore, tu poses encore que visible égale trop, ça nous sert par vraiment. Donc, vous pouvez cliquer sur ce point et ça va partir supprimer. C'est là au niveau du code. Je tiens à préciser qu'à chaque fois qu'on fait une modification ici, ça modifie également le code à ce niveau. Comme l'opacité qu'on a mis à 1, ainsi de aussi. Donc, par défaut, opacité c'est 1. Donc, je n'ai pas vraiment besoin de ça, je supprime également. Donc, si je clique, je supprime. Si je viens là, il n'y a plus opacity. Ok. Donc, je sélectionne rectangle. Le prochain, c'est color. Vous avez la possibilité de modifier directement les propriétés du rectangle ici. Alors, pour la description détaillée de cette propriété, c'est détaillé au niveau de la documentation. Vous pouvez y aller pour voir à quoi correspond chaque propriété. Je pense que c'est assez clair. Color, par exemple, on voit le vert. Le vert permet de modifier la couleur du rectangle. Donc, si je clique ici, je peux directement venir dire que ma couleur maintenant ce sera orange. Et je valide. Pareil également, lorsque je descends, je peux mettre un gradient au niveau de mon rectangle. Je dis gradient trop. Vous voyez, pas directement mode de gradient. Et dans un gradient est défini par deux couleurs. Donc, il y a le first color. Je veux un gradient avec le bleu ici. Et il y a le second color. Et le second color, je veux un vert léger. Ça me donne ceci. Si je valide, le seul problème, c'est que, comme je dis, on essaie en fait de rendre le truc le plus précis possible. Je viens de le remarquer, mais apparemment, lorsque tu définis un gradient, il affecte également les sous-éléments, les sous-enfants. C'est la raison pour laquelle le deuxième rectangle est également affecté parce qu'il y a certains sous-enfants du premier, et le premier a dit que tout doit être affiché à l'intérieur de lui sous forme de gradient. Donc c'est un problème qui va devoir être résolu dans les prochaines versions. Alors j'ai plus vraiment envie d'avoir les gradients, donc je vais les enlever. Je vais revenir à mes anciennes propriétés. J'ai également le border color radius. Border, ça permet de définir la bordure. Comme là, on voit, on a une bordure. C'est notre couleur, c'est orange. On a une bordure vert, c'est ce border-ci. Donc, si je mets border, par exemple, 5, on voit c'est plus épais. Et je peux également modifier la couleur du border. Si je veux une couleur, par exemple, rouge, automatiquement appliqué. Et il y a aussi le radius. Là, on le voit, c'est rond, mais par défaut, en fait, un rectangle, il a vraiment la forme d'un quadrilatère. Parce qu'on a défini que la largeur c'est 100, la hauteur c'est 100.
que le radius c'est 50, c'est-à-dire la moitié, que ça c'est un cercle. Donc si je supprime la propriété radius, j'obtiens un rectangle. Donc si je ramène ma propriété radius peut-être à 10, disons 5, j'obtiens un rectangle avec les bords légèrement arrondis. Donc si je repense, pareil, un rectangle avec les bords légèrement arrondis. C'est un peu ça en fait. Le designer vous permet de positionner les éléments, mais également de les modifier automatiquement. Vous voyez, ça ne change en aucun cas notre script. Pourquoi? Parce qu'il est géré par notre fichier. Nous avons également le layout et les extras. Le layout en fait vous permet de mieux positionner votre élément au niveau par rapport à la page, par rapport à son objet parent. Par exemple, si je veux que ce rectangle-ci soit peut-être à 50 pixels du bas, je clique ici, automatiquement ça le met à 0 pixels, je dis 50 pixels. Si je pense, bon, là on voit c'est effectivement 50 pixels, mais étant donné que notre main est à 800 et height 100, c'est pour ça que c'est ainsi. Donc si on veut mieux le voir, on pourra partir dans main et décider ainsi de, vous voyez, c'est pour ça que c'est comme ça. Décider ainsi que page 1, c'est-à-dire notre objet qui charge la page 1, va y prendre tout l'écran. Pour le faire, on va mettre le margin en top à 0, margin en bottom à 0, margin à left à 0, margin à right à 0. Ou tout simplement venir cliquer ici pour dire prendre tout. Donc je recharge directement. Vous voyez effectivement, il y a 50. Donc, je viens là, je recommence, je continue ce que je suis en train de faire. Ok, si je veux maintenant qu'il soit maintenant à 20 de la droite, à 20 pixels de la droite. Je vais d'abord devoir diminuer mon truc. Je viens ici, j'ai dit margin right, vous voyez ça met directement à 0. J'ai dit soit à 20 pixels de la droite. Ensuite, je recharge. Vous voyez, il est directement à 20 pixels. Donc, peu importe comment je vais agrandir, comment je vais faire, ça sera toujours à 20 de la droite et 50 du sol. Ok, et comme les autres. Et si je veux enlever cette propriété que je viens de faire, je n'ai qu'à répliquer, par exemple, je n'ai qu'à répliquer ici pour désactiver le margin bottom que j'ai mis. Il revient. Et je clique ici pour désactiver le margin right que j'ai mis. Donc, si je scroll, il est là, à 0, 0. Grosso modo, c'est un peu ça. Et concernant les extras, ce sont des propriétés qui sont communes à tout objet. Nous avons la propriété classe qui permet de définir une classe. Donc, par exemple, si vous avez écrit des classes au niveau du CSS ou du SSS, et que vous voulez que cet objet en particulier porte cette classe-là, vous pouvez ainsi, on peut définir une liste de classes. Par exemple, vous pouvez dire la classe max qui sera définie dans le CSS. Je mets en créer. Ça me permet ainsi de définir plusieurs classes en fait pour le même objet. Et pour ceux qui aura la classe, peut-être pour ceux qui font du bootstrap, margin peut-être top de 5, ou alors il aura un padding bottom de 10. Tout cela sera mis lorsque vous avez compilé et pris en compte, bien évidemment, si vous avez défini ces classes en CSS. Dans mon cas, si j'ai inclus Bootstrap, soit en CDN, soit avec un import. On a le Z-index, pour ceux qui sont habitués à manipuler un peu 3D avec CSS. Le Z-index permet de définir quel objet sera au-dessus duquel. Donc, ces deux objets qui sont
dans un objet parent et que j'ai envie qu'un objet qui est au fond soit peut-être au-dessus d'un autre, je peux utiliser l'index. Donc ceci c'est tout ça, c'est du CSS position, tout le monde connaît. En CSS on a position absolue, fixe, inherited, initial, relative, static, sticky, onset. C'est du basique. Ce qui nous intéresse, c'est le modèle, modèle if, modèle for, modèle show. Modèle permet de connecter une variable à un objet. Par exemple, si j'ai un texte edit et que je veux connecter le contenu de ce texte edit avec une variable, c'est-à-dire que lorsque je change, je modifie par exemple le contenu de la variable, le contenu du texte edit est automatiquement modifié et lorsque je modifie le contenu du texte edit, le contenu de la variable également est automatiquement modifié. Je peux les connecter avec le modèle. Modèle if permet de donner une condition sur l'affichage qui est issu d'un objet. Donc si j'ai modèle if en 5 inférieur à 3 et que ici, ouais, il ne s'affiche pas. Pourquoi? Parce que 5 n'est pas inférieur à 3. Ce qui fait ça là va renvoyer false. Et si il dit 5 supérieur à 3, je fais ceci, il s'affiche. Et on a également modèle show qui fait presque la même chose que modèle if. Sauf que la différence entre les deux, c'est que modèle if, en fait, lors de la compilation, le compileur avec modèle if, il va regarder si cette condition est vérifiée. Si elle est vérifiée, alors il va prendre en considération cet objet lors de son processus. Mais si elle n'est pas vérifiée, il ne va carrément pas créer cet objet. Or, la différence, c'est que modèle show crée l'objet et affiche l'objet uniquement si ceci est juste. Et si ce n'est pas, c'est le cache. Donc, l'objet est créé, mais il est caché. Donc, je vais supprimer cette propriété. Et également modèle for. Modèle for, en fait, permet de mettre une loupe, en fait, mettre une boucle dans la création d'un objet. On va le voir plus en profondeur plus tard. Il est assez puissant, mais si vous voulez par exemple avoir un aperçu de ce qu'il peut faire, déjà, vous pouvez le voir dans la documentation ou également ici, par exemple, si j'ai du modèle for dry, alors il va me créer l'objet rec 3 fois. C'est un peu ça le jeu. Donc là, ça ne sera pas visible. Pourquoi? Parce que les objets seront superposés entre eux. Mais si, par exemple, je veux vraiment les voir, je peux venir ici. Je dis que mon... Ah, ok, supposons que je vais utiliser un grid pour un layout. Donc je vais couper cet objet. Ok, je vais ajouter une grid si vous voulez. Et dans cette grid, je vais coller l'objet. Je compile. Ouais. Bon, les grids en fait permettent d'afficher soit ce colonne, soit forme de colonne, soit forme de ligne. C'est parce que là on a dit qu'il est 100. Étant donné que lorsqu'il essaye d'afficher, il affiche de la gauche vers la droite et lorsqu'il a rempli, il continue vers le bas. Là, comme c'est 100, c'est pour ça que c'est comme ceci. Donc si j'agrandis ça comme ça, je fais ça. On viendra dessus peut-être plus tard. Ok, quoi encore? Déjà, je vais couper ça, je vais supprimer ce que j'ai créé ici. Je vais recoller ce que j'ai coupé et je vais enlever le modèle. J'enlève d'abord tout ceci et j'enlève le modèle fort. On a également les elevations pour gérer l'élévation.
le shadow pour les effets d'ombre. Tout ça, c'est vraiment des propriétés CSS, vraiment. Donc, pour ceux qui se connaissent en CSS, vous pouvez mieux vous en sortir aussi que de partir définir en fait ces propriétés dans le SSS. Ok, on va pas pouvoir voir les différentes propriétés de tous les objets qu'il y a. Il y a la documentation pour ça. Le but était vraiment de vous montrer en fait comment fonctionne le designer. Également pour les événements. Si je veux gérer les événements et les signaux, il y a ces deux onglets-ci. Donc on va prendre un simple exemple d'événement. Pour l'incrémentation, c'est par exemple, actuellement, c'est parce que j'ai un Mosaria, le Mosaria me permet de faire définir un clic, mais je vais le faire autrement. Donc je vais par exemple supprimer mon Mosaria. Et je vais rajouter un événement. Je peux choisir parmi différents événements. Je vais prendre pour le mouse. Je vais dire add. Alors pour le mouse, je peux avoir clic, double clic, mouse up, mouse over, mouse drop. Et je peux prendre clic, event modifier. Par exemple, si je veux que ça pour stopper la propagation, pour le passif et tout ça. Key modifier. Par exemple, comme j'ai pris clic, si je prends pour key modifier control, alors l'action qui va être définie sera faite uniquement lorsque je vais faire control clic. Ou bien alt clic ou bien shift clic. Donc je prends peut-être control. Le mouse modifier. Pour le clic, en fait, le clic, c'est pas vraiment right click ou left click. Non, le clic, c'est juste appuyer sur un bouton de la souris. Là, je peux maintenant préciser quel bouton de la souris je veux. Si je ne précise pas, alors ce sera le clic avec le clic normal qu'on connaît. Donc, je précise rien ici. Et je dis action, c'était un increment, si je ne me trompe pas. Et là, je peux maintenant venir dire save. Donc, si je viens ici, c'était bien increment. Si je viens ici, je peux voir que mon mouse event me fait increment. Alors, je clique. Ok, lorsque je clique, rien ne se passe. Mais lorsque je maintiens CTRL et que je clique, ça fait. Lorsque je lâche CTRL et je continue à cliquer, rien ne se passe. Lorsque je maintiens CTRL, continue. C'est un peu ça le but des mouse events, des événements. Et il y a également les signaux. Pour les signaux, ça sera un petit peu plus complexe à définir. On va le voir dans une autre vidéo, mais en fait, grosso modo, c'est pour émettre un signal à l'objet parent. Par exemple, si l'objet enfant veut communiquer avec le parent, alors il émet un signal et le parent peut récupérer ce signal-là. Lorsqu'il émet un signal, il peut passer un paramètre, certaines valeurs. Le parent pourra récupérer ces paramètres et pouvoir les stocker, pouvoir les manipuler. Okay. Maintenant, partons sur page 1.ADOBG. Là, on peut voir, on a différents types. Premièrement, il a précisé que c'est du JavaScript, mais du JavaScript qui a été légèrement modifié, c'est-à-dire tout ce que vous connaissez en JavaScript marche ici, sauf que vous ne pouvez pas directement créer une fonction comme ça, comme en JavaScript. Vous pouvez créer des méthodes, à l'intérieur de ces méthodes, vous pouvez créer des fonctions. Donc, en fait, il faut comprendre que tout bloc de code doit commencer par un mot-clé d'artefact. Les mots-clés d'artefact sont nombreux. Il y a méthode, il y a function, il y a data, il y a property. Il n'y a pas function, désolé. Il y a data, il y a property, il y a mounted, il y a before mounted, destroy. Vraiment, au fur et à mesure des tutos, on aura l'occasion de pouvoir voir en fait les différents mots-clés. Mais grosso modo, si je veux créer
quelque chose qui est équivalent à une fonction dans JavaScript normal. Je dis une méthode. Je donne le nom de la méthode. Tu peux passer à paramètres les choses à l'intérieur. Et ensuite, la collage et dit ce que la méthode fait. Ça fait 10.count plus. Count, c'est la variable ici, qui est data. Comme je dit, on ne peut pas mettre le var ou le let ici. Il doit mettre un mot-clé à data. Et il dit que par défaut, dès le début, c'est 1. Et comment connecter ce compte, en fait, il est connecté au texte versé. C'est-à-dire, ce qui s'affiche ici, c'est la valeur de compte. Comment connecter le script à la vue. Alors, c'est à ce niveau. Donc, j'ai mon texte, par exemple. Et value, c'est la valeur du texte. Je dis donc que la valeur du texte, en fait, elle sera connectée à la variable count. Donc, quand je mets ouverture des guillemets hashtag, le nom de la variable, fermeture des guillemets hashtag, en fait, cette structure permet d'injecter du script dans la vue pour pouvoir dire au compiler que CC et CC sont liés. Donc, vous pouvez même carrément mettre des fonctions à ce niveau, si vous voulez. Donc, si je veux, je peux dire value, c'est 57 divisé par 5. Ouais, ça m'affiche 11,4. Je peux même carrément avoir une fonction qui renvoie, créer une fonction. J'appelle par exemple Go. Et elle me renvoie tout simplement un chiffre qui est peut-être 58. Et Go. Sauf que remarquez bien, en fait, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que les méthodes, en fait, permettent de manipuler les data ou les properties. Donc, si je veux avoir une variable qui se comporte comme une fonction, c'est-à-dire qui renvoie des choses, qui fait des calculs et fait un retour à la fin, j'utilise ce qu'on appelle des computed. Et là, ça marche. Donc, seulement au fur et à mesure qu'on pourra voir dans quel cas on peut utiliser tel mot-clé, dans quel cas on peut utiliser tel autre mot-clé. Ok, c'était tout pour cette première vue d'ensemble. Oh, j'ai oublié les properties. Comme j'avais dit au départ, on peut avoir des properties qui vont permettre en fait l'objet parent qui va utiliser page 1 de pouvoir modifier son comportement. Par exemple, si je veux lier par exemple la valeur de mon texte, pas à Go, mais plutôt à compte B qui est un number. Premièrement, property, on peut définir, c'est la syntaxe totale, on a property required function close. Il faut dire en fait que lorsque le parent va utiliser cet objet page 1, il faut absolument qu'il définisse ce que fait close. Donc ce que va faire la fonction close, ça c'est un signal. Il faut seulement qu'il définisse également la valeur de compte B. Mais ce sont des modificateurs qui ne sont pas, on va dire comment, qui sont des options. Donc si je veux, je peux enlever ce require property number count. Ça veut dire en fait que cet objet a une propriété qui s'appelle count B et qui est de type number. Mais ce n'est pas obligé de la définir. Donc lorsque peut-être mon main va utiliser page 1, il ne sera pas obligé de définir count B, mais il sera obligé de définir clos. Tout comme je peux également supprimer number. Donc cet objet page 1 a une propriété qui s'appelle count B qui n'a pas de type. L'avantage avec JavaScript, c'est que parfois on n'est pas obligé de définir le type. Et le type sera attribué automatiquement.
C'est un peu ça. Donc, si je remets comme j'avais, ok. J'ai dit, page 1, son texte ici est connecté à compte P. Je fais ça. Ça donne 0. Alors, d'où vient ce 0? Quand je pars dans main, j'ai bind underscore compte B. Et ce bind underscore compte B nous permet de définir la valeur du compte B. Et je dis, comme on a vu plus tard, que cette valeur, elle sera accordée à une variable qui s'appelle compteur. Et ce compteur, c'est 0. C'est pour ça qu'on a 0 ici. Donc, ça disait que compteur, c'est 100. Alors, nous avons 100 ici. Donc, j'ai un objet qui a une propriété qui s'appelle compte P. Et lorsque l'objet parent a utilisé cet objet-là, il a dit donc que cette propriété compte B va être connectée à une autre variable, une autre data qui est dans le script. Et maintenant, pour clos, qui était une fonction, pour pouvoir définir ce que clos fait, c'est on, et je mets le nom de la fonction. Sauf que je dois mettre la première lettre en lettre capitale. Ça, c'est du camel case. Et je dis en fait que on clos add, c'est-à-dire lorsque clos sera émis, exécute la fonction add. La fonction add, la voici. Donc, par exemple, si je veux connecter la fonction clos à ma vue ici, je dis action, au lieu de faire increment, fait clos. Parce que si je fais actuellement, lorsque je clique, il ne se passe. Donc, le fait increment, fait clos. Oui, là, ça se passe. Ce qui se passe, c'est que lorsque on va faire contrôle, clic, ça va appeler clos. Et clos, en fait, ce que clos fait est défini dans son objet parent. Et son objet parent dit, OK, lorsque tu mets le signal clos, alors fais la fonction add. La fonction add, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle dit compteur plus plus. Donc, c'est même dire compteur moins moins. Fais contrôle, clic, ça diminue. Voilà, je pouvais mettre 10, compteur est égal à 10 point compteur divisé par 2. Là, ça va diviser à chaque fois par 2, par 2, par 2, par 2, par 2. Donc, je fais contrôle, clic, on part 50, 25, 12,5, 6,25, 3,5. Ok, on a vu grosso modo les bases en fait d'un projet avec artefact. Ce sont des objets qu'on peut créer, qui seront utiles dans d'autres objets, qui vont être utiles dans d'autres objets. Donc il y a ce système d'encapsulation d'objets là, et ça a un arrière-goût en fait d'objets orientés, dans cette mesure où on peut avoir de l'objet orienté, c'est-à-dire le côté de la vue, le côté du design. C'est-à-dire on peut créer un objet qui sera utilisé 1000 fois dans un autre gros objet. Ce gros objet pourrait être utilisé peut-être 1000 fois dans un autre objet encore plus gros. Et également, côté orienté objet par rapport aux propriétés, dans la mesure où on peut définir des propriétés spécifiques à un objet et ces propriétés pourront maintenant être manipulées par l'objet parent. Également les propriétés des signaux.